Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now? Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, un nouveau podcast consacré à la pré-saison NFL 2025 avec chaque jour une pastille pour vous présenter les forces, les faiblesses des différentes équipes concernées. Et aujourd'hui, on va prendre la direction de la conférence américaine et s'intéresser à l'autre franchise de New York. On avait parlé des Giants il y a quelques jours, place désormais aux Jets, et un projet de reconstruction amorcé notamment sous la coupe de l'ancien coordinateur défensif Aaron Glenn. Victor Roulier est d'ailleurs en ma compagnie pour en parler. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur des turpitudes de la grosse pomme volume 2? Si on l'a dit pour les Giants, je pense qu'on peut le dire pour les Jets. Ouais, là, il va y avoir un gros chantier. Alors j'ai cité Aaron Glenn, qui est donc le nouvel head coach. En effet, lui qui revient sur les terres de ses exploits, hein, ancien cornerback notamment des Jets dans les années 80, début des années 90, j'ai un doute sur l'année, je ne veux pas trop m'avancer. 94-2001, je l'ai plus vieilli que ça, notre bon ami Aaron. Changement également sur le poste de general manager, hein, Victor, parce qu'on rappelle que Joe Douglas avait été viré en cours d'exercice en 2024. C'est Darren Mungie, ancien assistant notamment chez les Broncos, qui prend sa suite et qui a dû gérer beaucoup de cas épineux d'un point de vue contractuel. C'est ce qui va notamment expliquer une intersaison où clairement, on va le dire, ça n'a pas toujours vendu du rêve, hein, mais je vais vous résumer un petit peu tout ça, parce qu'offensivement, on a donc le départ de deux stars offensives, hein, de l'an passé, à savoir Aaron Rodgers, le quarterback parti à Pittsburgh, et Davante Adams parti du côté des Rams. Quelques tight ends partis, notamment Tyler Conklin qui a pris la direction des Chargers, et puis sur la O-line, des deux tackles vétérans qu'on avait signés l'an dernier, Morgan Moses est parti du côté des Patriots, et Tyron Smith a mis un terme à sa carrière après une énième blessure. Pour les remplacer, Justin Fields, pardon, qui fait l'échange avec Aaron Rodgers et qui arrive donc en provenance des Steelers pour être potentiellement le quarterback numéro 1. Au niveau des receveurs, on a quelques joueurs de rotation jusque-là, Josh Reynolds en provenance de Jacksonville et Tyler Johnson en provenance des Rams. Mason Taylor, deuxième tour de draft, le tight end en provenance de l'université de LSU. Et puis sur la ligne offensive, on peut notamment citer donc Armand Membou, septième choix de la dernière draft en provenance de l'université de Missouri. Et puis Josh Myers, également le centre qui arrive de Green Bay. Au niveau de la défense, on dira certains profils un peu interchangeables, hein, sur la ligne défensive, notamment le départ des defensive tackles Solomon Thomas et Javon Kinlaw, notamment remplacé par Derek Nady ou encore Jay Tufele. Départ du flop Hassan Reddick qui est parti du côté de Tampa Bay. On a aussi la retraite du linebacker CJ Mosley après d'innombrables blessures. Et puis concernant le backfield défensif, citons notamment les départs de DJ Reed, le cornerback direction Détroit, et de Chuck Clark, le safety en direction de Pittsburgh. Ils sont notamment remplacés par André Cisco, le safety qui arrive de Jacksonville. Brandon Stevens, le cornerback, arrive de Baltimore. Et puis on a également deux recrues assez intrigantes recruté via la draft, à savoir le cornerback Azayaye Thomas en provenance de Florida State et le safety Malachi Moore en provenance d'Alabama. Beaucoup de bouleversements donc, je le disais aussi, beaucoup de très gros contrats, hein. Aaron Rodgers, Davante Adams, je crois même qu'il y a de la dead money qui est un peu compris dans le lot pour vraiment être sûr de se débarrasser et vraiment faire table rase de ce qui se passait avant, hein. Surtout peut-être pour un peu ménager Garrett Wilson. On sait qu'il y avait des petits conflits manifestement en interne avec notamment le receveur numéro 1 des Jets. On va peut-être commencer par les forces, Victor, potentiellement des Jets, ce qui peut leur permettre de gagner.
Certes, Robert Saleh n'est pas là, mais on a quand même malgré tout sur le papier une défense qui, malgré les départs que j'ai évoqués tout à l'heure, tient clairement la route, notamment sur le premier rideau. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, ça fait quand même quelques années que cette équipe a une belle défense. On peut même penser que c'est une défense qui aurait pu gagner des titres. Malheureusement, ça s'est mal passé. C'est un peu le problème des Jets, hein. Honnêtement, c'est à croire qu'ils sont vraiment bâtis sur un cimetière indien parce que tout ce qui peut mal se passer se passe aux Jets, hein. En général, ça fait plus de 10 ans que ça se passe comme ça. Je dis ça même sans méchanceté. Vraiment, ça devient un peu triste cette situation. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le papier, franchement, en défense, il y a du matos. Évidemment, il y a l'incontournable Williams au milieu. Il y a des jeunes joueurs. Jermaine Johnson, il a eu, on va dire, une année 2024 contrariée, mais il y avait un beau début de carrière. Win McDonald, moi, je trouve que malgré tout, il y a un beau début de carrière aussi. Au niveau du deuxième niveau des linebackers, bah, on a quand même vu un Jamien Sherwood qui a fait une excellente saison l'année dernière, qui s'est vraiment installé maintenant aujourd'hui, on peut dire, comme un très bon linebacker de cette ligue. Même dans le dernier rideau, si je monte, il y a du Cisco, il y a du Tony Adams qui fait le boulot, évidemment, il y a Sauce Gardner. Donc oui, c'est une défense qui est complète, pas que sur la première ligne. Pour moi, vraiment, sur toutes les lignes, c'est quand même assez complet. Bien sûr, il y a cette question du cornerback numéro 2. Donc à quel point Brandon Stephens sera la solution, on verra. Mais voilà, cornerback numéro 2, linebacker, éventuellement strong safety ou des choses comme ça. Mais l'escouade dans son ensemble, ça reste normalement une escouade qui est quand même taillée pour performer. Oui. La principale interrogation, je pense, en défense, ça va peut-être être le réajustement, on va dire, en termes de système, Ouais. dans le sens où, alors Robert Saleh, ça restait quand même assez hybride et c'est pas dire qu'il n'y avait pas de la couverture en man, mais a priori, on a quand même vu du côté de Détroit que Aaron Glenn, il aime quand même essayer d'intimider un petit peu les Ouais. receveurs adverses, donc voilà, va falloir s'ajuster un petit peu à ça. On sait qu'un Sauce Garner, par exemple, avait cette capacité, c'est ce qu'on a fait un quatrième choix de draft. En effet, comme tu le disais, il y a peut-être d'autres joueurs pour qui intégrer ce système. Je pense à un Brandon Stevens, en effet, qui a souvent alterné le chaud et le froid du côté de Baltimore avant de ne pas être conservé l'an dernier. C'est plus la principale problématique qui va être à surveiller du côté de cette défense new-yorkaise. Un mot sur l'attaque, surtout parce que bah on avait ces deux dernières saisons, soit Aaron Rodgers, alors la première on l'a pas vraiment vu, puisqu'on le rappelle, il y a eu cette blessure très très précoce. L'an dernier, on attendait un Aaron Rodgers capable potentiellement de se retrouver avec Davante Adams. Bon, finalement, on a eu Rodgers en première partie de saison, Adams en deuxième partie, donc du coup, c'était quand même un petit peu compliqué. Justin Fields qui arrive en quarterback pour éventuellement être épaulé par Tyrod Taylor. C'est un joueur à la relance, un joueur qu'on a vu sur certaines séquences en début de saison à Pittsburgh, notamment quand Russell Wilson n'était pas encore prêt. Ça a l'air quand même, là encore par rapport à ce que j'évoquais, les histoires contractuelles, ça a l'air quand même d'être une solution un peu à court terme. Peut-être que Justin Fields fera taire les détracteurs, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une situation où en gros on attend de voir si vraiment il y a un miracle, mais ça a l'air d'être une solution vraiment court-termiste. Ouais, moi j'en ai ma claque de Justin Fields. Je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que tous les ans, au mois de juillet, au mois d'août, tous les ans, hein, on a 40 tweets en disant regardez, il a réussi à compléter une passe, il a changé sa nutrition, il court plus vite qu'avant, c'est son année, cette année il va être irrésistible. Eh ben non, tous les ans il est nul. Donc il y a un moment, j'arrête d'acheter Justin Fields. Si, s'il a finalement un revival et qu'il fait une belle saison, tant mieux pour lui. Vraiment, tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui, pour moi, Justin Fields, c'est vraiment en effet ce qu'on appelle le bridge au quarterback. C'est-à-dire le Hmm. quarterback qui va faire la liaison pendant 1 ou 2 ans et après, ciao. Par contre, autour, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je vais commencer par cette ligne quand même. Mhm. Parce que cette ligne, déjà à l'intérieur, c'est pas dégueu. Tipman, Vera Tucker, même notre ami de Clemson, John Simpson, ce genre de joueur, c'est pas inintéressant. Et quand même en tackle, bah, on a eu Fachanou qui était 10e ou 11e choix de draft de mémoire, quelque chose comme ça, qui maintenant va être vraiment le titulaire indiscutable à gauche. On a Armand Membou qui arrive à droite. Honnêtement, si ces deux joueurs confirment la hype qui est en eux au moment de la draft, on a potentiellement une top ligne offensive.
Et ça peut aider Justin Fields à faire des stats. Mais évidemment, c'est un grand si. Parce Mm. que, bon, si tous les top 15 de draft devenaient des grands joueurs, ça se saurait. Mais en tout cas, ils vont avoir une vraie opportunité. Donc, moi, vraiment, ça va être la première chose que j'ai envie de regarder. C'est cette ligne. Je sais qu'elle est forte à l'intérieur. J'ai besoin qu'on me montre ce qu'elle peut faire à l'extérieur. Même au niveau des cibles, par exemple, un Mason Taylor qui a été choisi, bon, je trouvais ça un peu haut, mais au deuxième tour, vers la 40e choix, c'est pas inintéressant non plus. Ça peut aider le jeu de course aussi avec un Brissy Hall qui, mine de rien, reste un joueur assez spectaculaire. Il y a des choses quand même. Il y a du matos. Je suis pas en train de dire que c'est top 10 de la ligue, tout ça. Mais honnêtement, il y a quand même un vrai beau matos pour faire quelque chose d'intéressant. Alors, je rejoins tout ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai l'impression que certains profils mis bout à bout, mis côte à côte plutôt, on a l'impression qu'ils vont pas forcément céder pour vraiment progresser. Est-ce que Justin Fields, à ce moment-là de sa carrière, avec ce qu'on a déjà vu du côté de Chicago et de la O-line qui était celle des Bears à l'époque, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une O-line avec notamment deux tackles quasiment rookie, hein, parce que Fashanu, malgré les problèmes de blessure l'an dernier, il n'a pas non plus explosé pour son année rookie, même s'il a pu se faire la main en termes de snap et d'expérience. Sur le poste de receveur, est-ce qu'un Mason Taylor a la capacité lui aussi pour être un tight end capable de bloquer? Ça, on sait que c'est sa grande problématique. En tout cas, c'était un des points d'interrogation. On n'a aucun doute quasiment sur le fait qu'il pourra proposer une solution aérienne, mais par rapport à un Tyler Conklin, tu perds quand même un petit peu sur cette force de dissuasion sur le pass pro. Et encore une fois, par rapport au profil que j'évoque, des joueurs qui vont devoir se développer, gagner en assurance, en sécurité, justement sur du pass pro, avoir un quarterback qui va passer son temps à scrambler sans arrêt dès qu'il va avoir la moindre opportunité pour le faire. Est-ce que c'est vraiment là que tu vas réussir à progresser efficacement et à éviter des mouchoirs de pénalité? Je caricature grossièrement, hein. Encore une fois, bien entendu, que on sait que Justin Fields peut éventuellement passer le ballon. Il l'a déjà démontré en universitaire. Et voilà, on a quand même des joueurs, Fashanu et Mbou, c'était quand même des joueurs assez détonnants, pardon, dans leur registre en universitaire. Donc si ça clique bien, en effet, ça peut être vraiment des projets que tu développes, en tout cas beaucoup plus qu'un Justin Fields, parce que je te rejoins, pour moi, c'est vraiment un quarterback de transition. En tout cas, c'est annoncé comme tel, a priori, sur le papier. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les uns vont un peu desservir les autres dans leur manière, justement, de se mettre un petit peu en avant. Alors, ça va être moins problématique pour les rookies qui arrivent. Ça peut être plus problématique pour un Justin Fields qui va se dire, vous allez voir, je vais me relancer après Chicago et Pittsburgh. Ah bah non, finalement, le contexte était peut-être pas ultra favorable. Donc, c'est un peu ce qui m'intrigue. Et dans la même lignée, alors c'est vrai que peut-être Aaron Rodgers et Nathaniel Hackett, notamment, hein, son coordinateur offensif, mettait peut-être un peu plus d'emphase sur le jeu aérien l'an dernier. Mais c'est vrai qu'on a un jeu au sol ces dernières années, notamment que depuis Brissy Hall est arrivé. Oui, je te rejoins, Victor, il y a un côté spectaculaire. Mais on est quand même sur une année ultra décisive pour Brissy Hall. Là, très clairement, s'il performe pas, bon, bah, on passe à autre chose. Et c'est pas impossible d'ailleurs qu'on laisse plus de snaps à Braylon Allen si on voit rapidement qu'il n'y a pas de production en termes de yards. Oui, je te rejoins. Après, je pense que voilà, faut revoir aussi tout le système de jeu en fait. Hmm. C'est dans l'idée, moi, je serais pas choqué qu'ils se disent, ben, on essaye un système un peu à la Eagles, à la Colts, ce genre de choses, qui sera peut-être moins spectaculaire, moins tout ça, mais peut-être plus efficace. Donc, je pense que le jeu de course va prendre beaucoup plus d'importance cette année, oui. Mais c'est vrai que je suis assez étonné parce que pour un coaching staff qui vient beaucoup de Détroit, je le disais, il y a Aaron Glenn forcément, Tanner Armstrong. Je peux parler du coach de la ligne offensive, hein. Tu parlais du développement notamment des joueurs importants. C'est Steve Hayden qui arrive, lui qui était ancien coach des Tight Ends à Détroit, donc qui a notamment participé au développement d'un Sam Laporta. Je suis quand même assez surpris qu'on ait peut-être pas mis plus l'emphase sur les Tight Ends parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment un corps de receveurs avec des joueurs, là encore, où beaucoup doivent peut-être se relancer, où on se dit, bon, bah, le receveur numéro 3 on sait pas trop qui ce sera. Même Allen Lazare, le receveur numéro 2 bon, on se dit maintenant, à l'échelle de la NFL, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que ça fait vraiment partie des top receveurs numéro 2? Rien n'est moins sûr. Et à côté de ça, on a un groupe de tight end, justement, bah, où il n'y a pas une expérience dinguissime, parce que sorti de Mason Taylor, justement, qui va être le gros projet, t'as un Jeremy Ruckert qui a pas vraiment explosé depuis sa sortie d'Ohio State,
qui va peut-être retrouver certains automatismes, parce qu'il me semble qu'ils ont passé quelques mois ensemble avec Justin Fields du côté de Columbus. Mais c'est vrai que ça sonne quand même un petit peu creux. Et voilà. Encore une fois, je veux pas être pessimiste pour être pessimiste, parce qu'il y a des points sur lesquels je te rejoins et où je me dis qu'en effet, bah, ne serait-ce que l'insouciance de la jeunesse, l'arrivée d'un nouveau coaching staff, une nouvelle émulation, etc., etc., ça peut permettre aux Jets justement de poser beaucoup de problèmes aux différentes équipes avec la grosse défense dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, tu prends un quarterback à court terme déjà, comme on le dit sur le papier, mais en plus, autour, t'installes un espèce de chantier où tu te dis, bon, bah en fait, on va voir un peu ce qu'en sort, quoi. Là, très clairement, on a un groupe GM coach où en fait, on se dit, ok, bon, bah on a dû faire avec les moyens du bord, avec les contrats qui étaient à notre disposition. On va voir ce que ça donne, sur quels soldats on peut compter, et puis la construction commencera vraiment en 2026. Moi, c'est l'impression que ça me donne à l'orée de cette saison. Oui, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Oui, mais c'est vrai, mais c'est bien pour ça que j'insiste sur les contrats, hein. Encore une fois, il y a d'autres franchises où des fois on se gratte la tête, on se dit mais pourquoi ils ont fait ça? Ils avaient les moyens de faire autrement. Là, très clairement, il y a une marge de manœuvre, ne serait-ce qu'avec les départs de Rodgers et d'Adams, où ça t'a tué en termes de dead money et tout ça, où tu as été obligé d'adapter tes décisions. Mais c'est plus sur la manière d'encadrer Justin Fields, si vraiment tu pars avec ce quarterback, ne serait-ce qu'une saison, où là tu te poses la question et tu te dis, bon, bah, a priori, on est parti sur du jeu peut-être un peu plus écarté. Peut-être que je vais me tromper, hein, mais ouais, je suis extrêmement curieux. En tout cas, ça participe à l'intrigue qui entoure les Jets, et que je suis très curieux de voir ça, parce que j'ai du mal sur le papier à vraiment me rendre compte de ce qui va être mis, ce qui va être monté, mis sur place par Tanner Armstrong. Non, je suis d'accord avec ça. C'est une équipe qui, mais finalement, est-ce que ça va pas leur faire du bien après 2 ans? On a dit, ah, vous allez voir, cette année, ils jouent le titre, et où finalement, ils ont été tellement loin que ça a été très difficile à vivre. Au Mhm. moins, là, ils arrivent sans trop de pression, quoi. Combien d'équipes ces dernières années on a dit bah, ils vont se faire marcher dessus, et au final C'est c'était une ça. équipe qui jouait en toute insouciance. Enfin, j'ai pas tous les exemples en tête, mais je reprends par exemple les Cardinals au début de Jonathan Gannon, où on se disait ouais ils vont se faire plier avec Joshua Dobbs, etc., etc., et c'était une équipe qui était très vaillante. On peut avoir ce visage-là avec les Jets, hein, bien entendu, encore une fois c'est tout ce que je souhaite, mais c'est vrai que notamment offensivement on se dit waouh, vaut mieux que la défense soit au rendez-vous, vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs où l'équipe adverse marque plus que 15 points, parce que sinon, ça va être une saison extrêmement longue et compliquée pour les New-Yorkais. Un point du coup sur ton pronostic. Alors, j'allais te demander un avis sur le kicker, mais bon, je pense que je suis pas sûr que tu as un avis ultra dithyrambique sur Nick Folk. On sait que les Jets, en termes de pourcentage au pied, c'était pas folichon, notamment l'année dernière. Oui, bon, tu connais mon avis sur les kickers. De toute Oui, façon, en semaine 4, il est pas bon, il sera remplacé. c'est ça. Il y a Thomas Euh, Morstead aussi qui est parti, hein, je l'avais dit dans le podcast Ah sur les oui. Niners, remplacé par Austin McNamara en termes d'expérience, là aussi, sur le poste de punter. Bon. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Hmm. Ah, je veux dire, là, vraiment, t'as raison. J'allais leur mettre 14 victoires, mais vu les problèmes de punter, je vais devoir revoir un peu mon pronostic, et on va devoir être sur... non, sans blague, je suis sur un 6-11. Ah Ah ouais? ouais! Bah ouais. Ah merde, c'est moi qui vais passer pour le hater des Jets alors. Pourquoi? Ah, t'es pire que ça? Ah bah moi pour moi c'est candidat pour le premier choix de la draft, hein, je suis Ah désolé, non, hein. non. Hmm. Non, il y a quand même de Non, mais la star en on a attaque. parlé de Tennessee où c'est chaud des deux côtés du ballon, mais là c'est sûr que t'as la Non, non, défense. non, non. T'as des stars en attaque, t'as des stars en défense, t'as un effectif. Tu prends poste par poste, Titans contre Jets, 80% du temps, tu vas prendre les joueurs des Jets. Non, pour moi, ils sont pas dans la même dimension. Je les mettrai pas plus haut que 4-13. D'habitude on me dit que je me mouille jamais. Bon bah là je me mouille, Non, donc je mais vais me t'as raison. fâcher avec mes amis fans des Jets, c'est pas très grave, au moins j'aurais donné mon opinion et je leur ai expliqué durant ce podcast, pardon. Mais c'est vrai que, encore une fois, si tu regardes par rapport à d'autres formations, ne serait-ce que l'AFC, et on ne cesse de le répéter, le niveau de la conférence américaine, il est quand même assez relevé ces dernières saisons. Quand je fais défiler le calendrier des Jets, je leur mets pas des victoires systématiques une fois sur deux, quoi. C'était pas ton cas, tu les mets à 6-11. Mais même une fois sur trois, des fois, je me dis, ah, ça va être Moi, compliqué quand même. j'hésitais entre 6 et 7. Ils vont en choper. Parce qu'ils affrontent AFC Nord et il y a moyen d'en prendre une ou deux. En division, ils On en fait une prendront moyenne à une ou deux. 5-12? Non, 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 non. Alors, tu sais, bon, les fans des Jets, ils veulent déjà ma tête sur un piquet depuis des années. Donc, moi, j'ai rien à gagner, hein, dans l'histoire. Mais je pense que pour une fois, je suis peut-être plus optimiste que Très bien. toi. Je leur promets pas la lune, mais
Mais je vais m'accrocher à mon 6, mais oui, en moyenne, ça fera 5. Très bien. Eh bien, je répète, je souhaite me tromper. Pour moi, ça pue l'année de transition et ça sent l'attaque déréglée toute la saison. Donc, ouais, je pars sur un 4-13 à contre-cœur pour le coup. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les New York Jets. Merci Victor d'avoir été en ma compagnie de nouveau pour ce podcast. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'analyse d'un autre chroniqueur par le biais de la preview écrite sur le site Touchdown Actu avec notamment toute l'actualité liée à la pré-saison. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts preview équipe par équipe au fur et à mesure. On en est déjà à la 8e, hein, donc vous verrez ça va aller vite. À désormais quelques semaines et en plein cœur de ces semaines de pré-saison qui battent leur plein. Quant à nous, donc on se retrouve demain pour parler des Cleveland Browns. Là aussi, vaste chantier en prévision. Salut à tous et à très vite sur Touchdown. Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide. Toyota's national sales event is happening now with great deals on a wide range of cars, like a sporty new Camry or stylish Corolla, both available with all-wheel drive. Visit buyatoyota.com for more. Toyota, let's go places.